Bonjour à tous et merci d'écouter la CRTV. Jeux et enjeux, Abdias Haruna. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. L'intervention militaire française au Sahel engagée en 2013 d'abord au Mali, si elle révèle la résilience des groupes djihadistes qui sont également actifs au Nigeria, au Mozambique, à la frontière de l'Ouganda et dans la Corne de l'Afrique, elle a surtout amené la communauté internationale à s'interroger sur la dérive d'un continent menacé par l'État islamique et gangrené par les idées subversives d'un salafisme d'origine saoudienne. La perception de la radicalisation et de la politisation d'un islam influencé par l'évolution de la situation au Moyen-Orient méconnaît cependant les spécificités de la religion musulmane au sud du Sahara. Alors, question: quelles sont les idées fausses qu'il faut bannir quand on parle islam en Afrique? De quoi sont révélatrices les révoltes djihadistes sur le continent noir? Dans cette course djihadiste, comment traduire le terrorisme de Boko Haram? Voilà entre autres nos questions. On en parle. On en parle avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos, docteur en sciences politiques, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, c'est en France. Il vient de publier L'Islam d'Afrique, au-delà du djihad, aux éditions Vendémiaire. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour. Votre dernier ouvrage, nous l'avons mentionné, L'Islam d'Afrique au-delà du djihad. Cet ouvrage traite plusieurs questions, dont deux centrales, la question de la politisation de l'islam ou de la radicalisation de l'islam. Pourquoi ces questions, Marc-Antoine Pérouse de Monclos? D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur les séquences historiques. Si vous prenez le Sahel au XIXe siècle, vous prenez le califat d'Ousmane Ben Fodio, l'empire tout couleur d'El Hadj Omar Tall, la Mahdiya au Soudan, on peut dire qu'à l'époque, l'islam est au pouvoir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, en fait, si je regarde par rapport au XIXe siècle, je parlerai plutôt d'une dépolitisation de l'islam. Donc là, je crois qu'il y a encore des choses à creuser, à remettre en perspective, d'autant que très souvent, quand on parle de politisation de l'islam aujourd'hui, on entend par là des gens qui contestent les pouvoirs en place en utilisant la tradition prophétique, en se référant au Coran. Donc uniquement une utilisation politique de l'islam dans l'opposition au pouvoir en place. Or, je suis désolé, mais l'utilisation de l'islam par les pouvoirs en place pour se légitimer, c'est également éminemment politique. Et ça n'a jamais cessé. C'était déjà le cas du temps de la colonisation française et britannique. Aux indépendances, on a eu aussi des accords avec notamment certaines confréries soufis. Ça va du Sénégal jusqu'au Cameroun d'Ahidjo. Donc il y a eu toujours une utilisation de la tradition prophétique pour légitimer les pouvoirs en place. Donc la politisation de l'islam, elle ne se juge pas uniquement dans l'utilisation du corpus de la tradition prophétique pour contester, mais aussi pour légitimer et asseoir les pouvoirs. Voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir. Et un des éléments aussi sur lequel je travaille, c'est d'abord que je m'aperçois que on a un peu oublié ce qui s'est passé au moment des indépendances. Les deux grands pays musulmans de l'Afrique, en termes de population, c'est le Soudan et le Nigeria anglophone. Or, à l'indépendance, dans ces deux pays, les partis qui sont au pouvoir sont des partis qui sont adossés sur des confréries soufis. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est déjà dans le politique. Et il l'a toujours été. Je dirais que ça vaut aussi d'ailleurs pour toute religion. Il y a toujours une dimension très politique aux religieux. Et là, en fait, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'à l'indépendance, l'islam avait déjà un rôle très structurant dans le champ politique. Simplement, à l'époque, c'était la période de la guerre froide. Et donc, on était obnubilé par les oppositions entre les capitalistes, pour faire simple, et puis les communistes. Et donc, la menace, à l'époque, elle n'était pas islamiste, elle était vécue comme communiste. Et donc, les gens qui travaillaient sur les conflits en Afrique s'intéressaient à l'œil de Moscou, aux manipulations russes, à la pénétration des idées marxistes, et on ne s'intéressait pas du tout à l'islam. D'autant qu'à l'époque, il y avait un mariage de raison entre ceux que l'on appelle un peu hâtivement les islamistes et puis le camp occidental, puisqu'ils avaient un ennemi commun, c'était l'athéisme marxiste. Et donc ils se retrouvaient, ce qui explique pourquoi la CIA a financé les Moudjahidines en Afghanistan, qui allaient ensuite devenir les talibans. Ce qui explique aussi pourquoi il y avait cette espèce d'alliance, un peu saugrenue peut-être, un mariage de raison, si vous voulez, entre notamment les wahhabites saoudiens,
qui avait aussi pour ennemi l'Égypte nassérienne, pro-soviétique, ou bien tout cet establishment musulman qui se retrouvait dans les positions occidentales contre l'athéisme marxiste qui était extrêmement menaçant pour les musulmans à l'époque. Voilà, donc on a un petit peu oublié toute cette période, et il y a même eu quelques cas où, dans les années 60-70, il y a eu des révoltes portées au nom de l'islam. Mais on les a complètement gommées parce qu'on s'intéressait que aux révoltes portées par des idéaux marxistes. Mais ces révoltes existaient déjà. Il y a eu l'armée du troisième volcan au Tchad, dans les années 60-70. Vous avez vu la révolte de Maïtadsin en 1980 à Kano, qui n'est pas rien, parce que, excusez-moi, le chiffre officiel, c'est près de 5000 morts en 10 jours. Même au pire moment de Boko Haram, on n'a jamais eu 5000 morts en 10 jours. Enfin, à Kano, ce qui s'est passé en 1980, c'était une vraie déflagration. Sauf que ça n'a pas fait l'objet de l'attention internationale, parce qu'encore une fois, c'était une secte d'obscurantistes islamistes, c'était pas très grave, c'était pas l'ennemi, c'était pas le péril rouge, vous voyez, ça rentrait pas dans les paradigmes. Donc, c'est un peu de tout ça dont je parle dans mon livre. Politisation de l'islam, vous le dites. Islam et politique, un couple qui sème confusion. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, quelles sont les idées fausses qu'il faut bannir quand on parle islam en Afrique? Cette même question vous a été posée une fois. Oui, c'est une grande question. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'opposition qu'on fait souvent entre les salafistes et les soufis. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a autant de divergences entre soufis et entre salafistes qu'il n'y en a entre soufis et salafistes. C'est-à-dire que dans chacune de ces mouvances, vous avez des quiétistes qui sont plutôt dans une optique de retrait du monde, pour se consacrer entièrement à Dieu, le phénomène de l'ermite, mais qu'on retrouve aussi sous diverses formes chez certains salafistes. Et puis vous en avez qui sont beaucoup plus actifs sur le plan politique, qui donnent des consignes de vote. Chez les soufis, c'est le cas au Sénégal notamment, c'était le cas au Nigeria. La Tidjaniya était pro-époux à l'indépendance, la Kadiriya soutenait le ANPC qui était au pouvoir. Donc à l'intérieur des mouvements soufis, vous avez des gens qui sont pour l'activisme politique, voire la rébellion armée, d'autres qui sont complètement quiétistes, et vous retrouvez ces tendances à l'intérieur des salafistes. Donc déjà, ne négligeons pas les divisions à l'intérieur de ces mouvances. D'autre part, ne négligeons pas non plus les convergences qu'il peut y avoir entre les soufis et les salafistes, qui finalement puisent leur légitimité au même corpus, la même tradition prophétique, les mêmes sourates, les mêmes hadiths. Autre chose encore, les quelques sondages qu'on a, on n'en a pas beaucoup, mais il y a eu une grosse étude financée par la coopération hollandaise dans le nord du Nigeria, et on a des études aussi sur le sud du Mali. Quand vous demandez à des musulmans africains au sud du Sahara, êtes-vous salafiste ou soufi, la très grande majorité vous disent, nous on est musulmans, qu'est-ce que vous venez nous enquiquiner avec ces histoires de soufis, de salafistes, c'est des trucs de journalistes ou de chercheurs, ça. Donc cette espèce de volonté de pas forcément de diviser l'islam, mais de comprendre l'islam à travers des catégories figées, en fait, elle est extrêmement réductrice, vous voyez. Alors, les imams, c'est un peu différent, parce que les imams ont tendance à se positionner dans différentes écoles islamiques. Donc, eux auront sans doute un taux de réponse pour dire qu'ils sont salafistes ou soufis, qui sera supérieur à celui de la population musulmane en général. Certes, il n'en reste pas moins que je crois que c'est pas forcément l'élément déterminant qui fait que l'islam va être politique ou pas. C'est pas que cette opposition entre soufis et salafistes, elle existe, mais n'ignorons pas aussi des oppositions à l'intérieur des mouvements soufis ou à l'intérieur des mouvements salafistes qui sont extrêmement importantes. Et ce que je dis aussi dans le livre, attention à ne pas confondre wahhabisme et salafisme. Les gens disent à peu près n'importe quoi, c'est très impressionnant. Par exemple, les Français, mais aussi certains Africains disent que l'imam Diko à Bamako est un wahhabite, alors qu'il est de rite malékite, et que les wahhabites sont de rite ambalite. Donc en fait, si on me dit que Diko est wahhabite, c'est un petit peu comme si un kremlinologue me disait que Staline était trotskiste, si vous voulez. Donc soit vous prêtez attention aux doctrines, et à ce moment-là, vous savez que les wahhabites sont tous ambalites, alors que le rite dominant dans l'Afrique musulmane d'Afrique de l'Ouest, c'est le rite malékite, donc déjà ça colle pas, je suis désolé. Il faut être ambalite pour être wahhabite, c'est tout. Après, bien sûr, il y a des nuances, tous les ambalites ne sont pas wahhabites, et donc on peut formuler la chose ainsi, tous les wahhabites sont salafistes, mais tous les salafistes ne sont pas wahhabites. Donc il faut faire attention à ça. Et l'étiquette wahhabite est utilisée aujourd'hui comme une espèce de stigmate. Et on le voit utilisé aussi dans des discours politiques pour éliminer ses opposants. Mais ça, on a des études là-dessus, que ce soit en Tanzanie, au Nigeria, au Mali, etc. Donc on adosse le qualificatif wahhabite à celui que l'on veut discréditer.
comme étant un ennemi de la nation. Et c'est un petit peu, vous savez, le proverbe, si tu veux abattre ton chien, dis qu'il a la rage. Voilà, vous voulez éliminer quelqu'un qui vous conteste, vous dites, ah mais en fait c'est un wahhabite. Et donc qui dit wahhabite pense terroriste, évidemment. Alors je voudrais qu'on s'intéresse à la seconde grande question que vous décryptez dans votre ouvrage, la question de la radicalisation de l'islam. Question, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, de quoi sont révélatrices les révoltes djihadistes sur le continent africain selon vous? Alors, souvent, et ça vaut pour les grandes djihad de l'âge d'or, du 19e siècle, avec le califat de Sokoto, ou bien donc le djihad d'Ousmane Ben Fodio, ou bien de El Hadj Omar Tall, ou bien de la Mahdiya. Souvent, on s'aperçoit que dans l'émergence de ces djihads, de ces révoltes, il y a derrière des considérations très prosaïques, très matérialistes. Il n'y a pas besoin d'être marxiste pour le dire, à mon avis. Par exemple, le djihad d'Ousmane Ben Fodio, c'est aussi une révolte des éleveurs peuls, à l'époque, contre des taxations, des abus des émirs à Oussa de la région, qui du coup sont décriés comme impies. Donc on se saisit de la tradition prophétique pour révéler, pour justifier une révolte, mais qui a aussi derrière des soubassements matériels. Sur la Mahdiya, il y avait aussi des soubassements parce que on rejetait l'occupation turco-britannique, comme on disait en fait égypto-britannique, qu'on allait aussi s'opposer à l'interdiction de l'esclavage parce que les musulmans de l'époque, à l'époque, vivaient beaucoup aussi de la traite des esclaves, la traite interne même. Et on a aussi ce phénomène qui joue dans l'Empire tout couleur, où l'interdiction d'esclavage par les Français sur la côte du Sénégal va pousser des Peuls à se retrancher dans l'intérieur et à se soulever. Après, il y a un autre phénomène dont je parle dans mon livre, qui est ce que j'appellerais la sécularisation du djihad. Oui. C'est-à-dire que plus les combats durent longtemps, plus les militaires l'emportent sur les clercs religieux. Alors, il y a des phénomènes tout à fait biologique, je dirais, à cette tendance qui est que simplement les religieux, ils sont pas versés dans l'art de la guerre, donc ils ont plutôt tendance à se faire tuer plus facilement que les guerriers, et donc au bout d'un moment, les shouras de ces groupes, leur conseil exécutif, se retrouvent beaucoup plus dominés par les militaires. En plus de ça, les impératifs sécuritaires prennent le dessus par rapport à l'idéologie, par rapport aux doctrines, et donc on justifie de nombreuses entorses à la doctrine au nom de l'impératif sécuritaire, au nom de la nécessité qui fait loi en quelque sorte. Voilà, une nécessité militaire qui finit par prendre le dessus et qui fait qu'il y a aussi beaucoup de débordements avec les pillards, que ce soit chez Ousmane Ben Fodio avec ses suites, que ce soit dans le djihad de El Hadj Omar Tall, que ce soit dans la Mahdiya. On voit qu'il y a aussi, plus les combats se prolongent, plus finalement la dimension religieuse s'amenuise et monte en puissance des logiques qui sont davantage d'ordre de la prédation, finalement, prendre des esclaves, voler, piller et tuer aussi par la même occasion. Dans cette course djihadiste, comment inscrivez-vous le terrorisme de Boko Haram, Marc-Antoine Pérouse de Monclos? Je crois qu'il faut distinguer différentes séquences. Et il y a un peu de tout. Il y a du politique, mais aussi du religieux, surtout au départ, de moins en moins à mon avis aujourd'hui. Donc il y a, au départ, vous connaissez l'histoire, cette secte qui se monte. Alors au tout début, il y a un tout petit groupuscule à noyau dur de ce qu'on appelait les talibans du Nigeria, qui va assez vite, en fait, en 2004, se réfugier sur les contreforts des monts Mandara, puis revenir sur Maïdougouri, où ils vont se placer sous la houlette du prêcheur le plus radical de la place, qui est Mohamed Youssouf. Mais à l'époque, c'est une secte. Et la revendication, elle est religieuse. Ils revendiquent une application intégrale de la charia. C'est aussi un peu un mouvement à la mode depuis la fin de la dictature militaire en 99. Et il y a à l'époque des espèces d'échanges entre le pouvoir en place, notamment le gouverneur qui se fait élire en 2003, Ali Modou Sharif, qui s'entend avec Boko Haram pour qu'on vote en sa faveur et en promettant d'appliquer la charia, ce qu'il ne fera pas en réalité. Et donc cette espèce d'entente entre le pouvoir politique et cette secte va assez vite s'effriter et du coup, il y aura beaucoup de manifestations d'hostilité à Ali Modou Sharif qui vont dégénérer jusqu'à cette histoire en juin 2019 de 4 membres de Boko Haram qui étaient morts d'un accident de la route, tout bête, sur une route de Bauchi. On va les enterrer à Maïdougouri. Ils portent des turbans.
Comme les motos ont toujours joué un rôle central dans l'histoire de Boko Haram, le gouverneur Ali Modou Sharif, avec ce qu'on appelait l'opération Flush, avait interdit le port des turbans. Il avait obligé à porter des casques de moto, ce que n'avaient nullement évidemment les enturbanés de Boko Haram à l'époque, lors de cette procession, qui du coup se heurtent à un convoi de police qui leur tire dessus. À l'époque, personne ne meurt, mais on leur refuse l'entrée à l'hôpital de Maïdougouri. Et donc, du coup, certains vont sans doute mourir de leurs blessures. Et à ce moment-là, dans un esprit de vengeance, Mohamed Youssouf, qui en plus a perdu tous ses soutiens du côté des salafistes, qui l'ont renié avec la mort et l'assassinat de Jafar, notamment à Kano. En fait, il est de plus en plus isolé et il va prononcer le djihad. Voilà. Et puis après, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc en juillet, il est capturé vivant par la police mobile du Nigeria. Comme les membres de Boko Haram avaient tué dans des conditions très sales le chef de la police mobile, du coup ils se vengent et ils vont le tuer sans autre forme de procès. Et à ce moment-là, le groupe va rentrer dans la clandestinité et va devenir un groupe que l'on va qualifier de terroriste et qui va se radicaliser suite à la mort de son leader, de son gourou. Après la radicalisation du groupe, nous voici à sa régionalisation. Comment la comprenez-vous ? Ouais, c'est important de reprendre un peu les faits, puisque l'histoire de Boko Haram, elle commence avec les talibans du Nigeria sur la frontière du Niger et du Nigeria. Ensuite, ils vont aller se réfugier du côté du Cameroun. Donc dès le départ, en fait, ils ont une influence dans les pays voisins. Donc de ce point de vue, il ne s'agit pas de parler d'une extension de l'influence du groupe, mais à partir de 2013, d'abord au Cameroun, puis 2015 dans la région de Difa au Niger, et ensuite dans le courant de l'année 2015 vers le lac Tchad, en fait, simplement, il y a une extension de l'aire d'opération du groupe, pas de son aire d'influence. C'est pas pareil. Dès le départ, vous avez des Nigériens qui sont à Maïdougouri. Il y a quelques Tchadiens. Il y a aussi quelques Camerounais. Donc ça, c'est pas une extension. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de... En fait, il y avait des espèces d'accords de non-agression mutuelle avec les pays voisins. La cible de Boko Haram, après l'exécution extrajudiciaire de Youssouf, c'est vraiment le gouvernement nigérian et notamment Ali Modou Sharif, le gouverneur du Borno. Donc ils se replient dans les pays voisins, ils vont s'y ravitailler et il y a une espèce de deal non écrit qui est que voilà, ils vont pas attaquer les pays voisins tant qu'on ne les attaque pas. Et cette espèce de pacte de non-agression mutuelle, il commence à craqueler d'abord au Cameroun avec l'affaire de l'enlèvement des moulins Fournier, qui avait été faite par une bande de Zarguina en fait au départ. C'était pas Boko Haram. Et puis bon, c'est malheureux, on était là au mauvais moment et au mauvais endroit. À ce moment-là, les Zarguina remettent cette famille entre les mains de Chekao, qui commence à devenir très célèbre. Et il se trouve que les Camerounais, à l'époque, la gendarmerie camerounaise avait arrêté une dizaine de trafiquants de draps qui étaient en fait des membres de Boko Haram. Ce que les Camerounais ne savaient pas forcément. Et du coup, la famille des Moulins Fournier devient un enjeu de négociation pour obtenir la libération des trafiquants d'armes qui étaient en fait des gens qui ravitaillaient Boko Haram. Et à partir de 2013, de cette affaire notamment des Moulins Fournier, le pacte de non-agression mutuelle, il est rompu et la guerre démarre en fait au Cameroun. C'est le premier pays de la région, hors Nigeria, qui est touché, où ce pacte de non-agression mutuelle. Et puis ensuite, on monte la MNJTF, vous appelez ça la FMM, la Force Multinationale Conjointe, voilà. Et à ce moment-là, en 2015, du coup, Chekao commence aussi à s'en prendre au président Issoufou, à l'époque au pouvoir au Niger, et il commence à y avoir une première attaque sur Difa, au Niger. Et du coup, le Niger rentre dans la danse et effectivement ensuite le Tchad avec, vous le savez, un premier attentat à N'Djamena en 2016 contre l'école de police dans la capitale tchadienne. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est, oui, il y a extension de la menace, pas extension de l'aire d'influence. Oui. C'est une extension de l'aire d'opération militaire. Vous voyez, je pèse les mots, c'est pas exactement la même chose parce que dès le départ, Boko Haram a une influence au Tchad. Pas une forte influence, ils en ont aussi sur la frontière du Niger, ils en ont aussi sur les monts Mandarins au Cameroun. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Vraiment, ce qui est nouveau, c'est effectivement l'extension de l'aire d'opération militaire de Boko Haram. Alors, quelle est la nature du djihad dans le bassin du lac Tchad ? S'agit-il d'un projet de réislamisation violente des sociétés africaines ou alors s'agirait-il plutôt d'une quête de visibilité politique ? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une réislamisation. D'abord, ce qu'on entend par réislamisation, il faut bien penser à la définition des termes, c'est en fait une réislamisation de gens qui sont déjà musulmans. C'est pas
la conversion des chrétiens de force pour qu'ils deviennent musulmans, pas du tout. D'ailleurs, tous les groupes djihadistes dans le monde, les grands groupes djihadistes, qu'ils soient au Moyen-Orient ou en Afrique, ils tuent essentiellement des musulmans qu'ils déclarent comme apostats. Et finalement, de temps en temps, il y a des victimes chrétiennes, ils s'en prennent aussi aux chrétiens, mais majoritairement, les victimes sont musulmanes, pour d'ailleurs des raisons aussi assez logiques, puisque ces groupes agissent essentiellement dans des zones où les musulmans sont majoritaires. Donc leur cœur de cible, c'est, entre guillemets, le mauvais musulman. Eux décrétant qu'ils sont porteurs de la bonne norme, que eux sauraient quelle est exactement la profession, la tradition prophétique originale, et ils se revendiquent de ça pour essayer de convaincre les autres de rejoindre leur combat. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure que les combats perdurent, on voit que tout ça se criminalise, se sécularise, et que finalement la dimension entre guillemets militaire l'emporte sur la dimension idéologique. Et ça, on en a vraiment des preuves. Bon, moi-même, j'ai mené des entretiens avec une 60aine de membres de Boko Haram, que j'ai interviewés soit à Maïdougouri, soit dans les prisons du Niger, soit sur les rives nord du lac Tchad. J'ai pas fait ça dans le nord du Cameroun. Mais sur cette 60aine de membres, il y en avait un seul qui me disait avoir rejoint le groupe pour des raisons religieuses. Et comme par hasard, il avait rejoint le groupe avant l'insurrection de 2009. C'est avant 2009 que le groupe est structuré par le religieux et qu'il attire des gens par le religieux. Après, c'est une autre dimension. Ils vont kidnapper des gens de force. Oui. L'armée commet tellement de brutalité, de massacres de civils, etc., que les gens vont rejoindre le groupe pour se protéger, échapper aux arrestations arbitraires, se venger contre le viol de la sœur par un policier nigérian ou l'exécution extrajudiciaire du frère qui n'était pas combattant. Donc il y a plein d'autres raisons qui vont pousser des jeunes, y compris la guerre d'attrition, la guerre de blocus économique qui prive les gens de ressources et où du coup on va rejoindre Boko Haram pour participer au pillage général. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec une question religieuse. Je peux vous en donner un exemple précis pour l'illustrer. J'ai mené des entretiens avec des pêcheurs Boudouma qui avaient été kidnappés en fait par Boko Haram au Tchad et qui avaient ensuite donc ils avaient réussi à s'enfuir en fait du groupe et ils avaient été du coup capturés, ils s'étaient rendus à l'armée tchadienne. Et au bout de 6 mois, le préfet de Bagassola ne savait pas trop quoi en faire. Voilà, on les avait dûment interrogés, on savait où ils étaient, donc ils les ont relâchés. Donc je suis allé discuter avec eux, et ils m'ont raconté, c'était les côtés ISWAP. Donc ils ont vu Maman Nour, ils ont écouté ses prêches, mais ils me disaient qu'en une journée, il y avait à peine 1 heure qui était consacrée à la lecture du Coran et à la prière, et tout le reste, c'était l'apprentissage du maniement des armes. Et je trouve que c'est très symbolique. Vous voyez, il y a 24 heures dans une journée, il y en avait une qui était consacrée aux religieux et tout le reste, c'était du militaire. Apprentissage pour monter une Kalachnikov, l'entretenir. Voilà. Je trouve que c'est assez parlant. Je pense que 10 ans auparavant, c'était pas ça. Ça se jouait pas 1 heure sur 24. C'était plutôt 12-15 heures sur 24 consacrées aux religieux et pas aux militaires. Comment expliquer ce basculement du religieux vers, on va dire, le presque tout militaire? Ce qui a joué un rôle énorme, c'est l'exécution extrajudiciaire de Youssouf. C'était contre-productif sur le plan stratégique. D'ailleurs, j'ai fait des interviews suivant les règles de Chatham House, c'est-à-dire qu'on ne peut pas citer, mais vraiment au plus haut niveau de l'armée nigériane à l'époque et au plus haut niveau de la police. Et ils étaient tous d'accord pour me dire que tuer Youssouf, ce qui était le fait de la police mobile, sans qu'il l'ait ordonné, était une erreur stratégique. Parce que tant que Youssouf était vivant, on pouvait négocier finalement. On avait quelqu'un qui se faisait obéir de ses hommes, c'était un gourou, le leader d'une secte. À partir du moment où il est éliminé, mais en fait chez KO il est contesté dès le départ, donc ça se fragmente. Il y a au bout d'un an ou deux, en Tsarou, un groupe dissident qui se monte, etc. Donc on voit très bien que du coup le groupe se fragmente, ça veut dire qu'on n'a plus d'interlocuteurs avec qui négocier. Ils rentrent dans la clandestinité, donc on ne sait plus où ils sont. C'est vraiment contre-productif. Je vais vous donner un contre-exemple, c'est Zakzaki, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le leader de la communauté chiite du Nigeria, où il y a eu une procession religieuse qui rappelle un petit peu, l'Ashura ça s'appelle, qui rappelle un petit peu l'incident avec les funérailles de membres de Boko Haram en 2009 à Maïdougouri, et la confrontation avec l'armée qui tire dans le tas, qui tue 1000 personnes au passage, à peu près le même chiffre d'ailleurs que le nombre de personnes tuées par l'armée et la police à Maïdougouri en juin-juillet 2009, et simplement l'armée nigériane à l'époque, ça se passe à Zaria, dans le nord-ouest du Nigeria, attrape le chef des chiites Zakzaki vivant et le tiennent en quelque sorte en otage. Et depuis, il n'y a pas de mouvement de lutte armée. Il y a des manifestations dans les rues de ses partisans,
Mais ils n'ont pas opté pour la lutte armée. Alors que Boko Haram, il faut le rappeler au départ, c'est pas un mouvement de lutte armée. Ils ont pignon sur rue, ils ont leur marquage à côté du quartier de la Gare, là, à Maïdougouri, ils ont un temps d'antenne sur la télévision régionale du Borno. C'est pas un mouvement clandestin, ça, excusez-moi, c'est pas un mouvement terroriste. Le basculement massif dans la violence, il se joue avec l'exécution extrajudiciaire de Youssouf, et du coup, ce sentiment de discrimination, d'extermination qui fait que les partisans du groupe se disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre les armes et de combattre l'État, même si, à mon avis, dès avant la répression de 2009, il y avait plein de gens dans ce groupe qui, effectivement, avaient envie d'en découdre avec l'État nigérian. Ça, j'en doute pas un seul moment. Simplement, vraiment, le basculement dans la violence, il se joue en 2009. Et je vais vous donner un contre-exemple aussi qui, je trouvais très parlant, comme quoi ce qu'on appelle les stratégies de décapitation, je ne sais pas si vous connaissez, qui consistent à tuer en fait les leaders des groupes djihadistes, les têtes pensantes, sont très contre-productives parce que du coup on n'a pas d'interlocuteur avec qui négocier, ça fragmente les groupes, c'est des seconds couteaux encore plus radicaux qui prennent le pouvoir, bref. Et là, j'ai un contre-exemple, c'est le cas de Cher Bichara au Tchad. Je ne sais pas si on connaît cette histoire au Cameroun. Ça s'est passé exactement un an, presque jour pour jour, avant l'insurrection de Boko Haram. Ça se passe dans le sud du Tchad, c'était un cher soufi, lui, qui était issu des rangs de la Tijaniya, et qui avait monté un peu une cité céleste, un peu comme les talibans du Nigeria, en 2003. Et ce camp commençait à inquiéter beaucoup les autorités locales, parce qu'on avait activé les autorités, l'establishment musulman, qui était accusé d'être dévoyé, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les autorités locales ont fini par demander à la gendarmerie d'intervenir dans le camp, parce qu'en plus on disait qu'on y prenait des drogues, du tramadol, bon. La gendarmerie rentre et les forces de sécurité et de défense interviennent et il y a 80 morts. Mais la grosse différence, c'est qu'ils attrapent Bichara vivant, contrairement à ce qui s'est passé avec Youssouf. Ils ne l'exécutent pas, ils le traduisent en justice. Donc les gens le voient vivant. Il va faire 10 ans de prison dans les pénitenciers du Nord, là, vers la frontière de la Libye. Moi, je l'ai interviewé quand il a été libéré de prison. Et puis, ça s'est complètement calmé. On n'en a plus entendu parler. Mais c'est parce que quelque part, l'État tchadien avait un otage, vous voyez, le leader de la secte était entre leurs mains, donc les fidèles, eux, ne bougeaient pas tant que l'État tchadien avait... Donc, paradoxalement, en dépit de sa brutalité et de sa prédation, l'État tchadien, finalement, a mieux géré cette affaire que ne l'a fait l'État nigérian. Et dans le cas de l'État nigérian, je suis complètement persuadé, parce que même Buhari l'a dit lui-même, c'était une erreur de tuer Youssouf. Curieusement, Marc-Antoine Pérouse Domonclos, cette stratégie de décapitation, malgré qu'elle soit très contre-productive, comme vous le dites, les acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel de façon générale n'en ont pas tiré de leçons, j'ai l'impression. Non. Pas plus les Français que les Américains ou que les Britanniques. C'est absolument effarant. On se demande comment fonctionne le pouvoir politique. Les leçons des défaites américaines en Afghanistan et en Irak, les leçons n'ont pas été tirées. Les leçons de ce qui s'est passé en Libye en 2011 n'ont pas été tirées non plus. Donc aujourd'hui, on est sur un retrait des forces de Barkhane du Mali, qui quelque part est une suite logique sur ce qui est pour moi quand même fondamentalement un échec, mais avec des leçons qui ne sont pas apprises. Alors moi, dans mon livre là, sur la guerre perdue de la France au Sahel, moi je pense qu'il y a aussi une certaine forme d'autisme chez les dirigeants français, quel que soit leur bord politique, à droite comme à gauche. D'abord, ils survalorisent l'influence de la France en Afrique francophone, dans l'ancien monde colonial. Donc ils imaginent que la France, à elle seule, va pouvoir régler les problèmes des Africains. Moi, je pense que les problèmes des Africains, la solution est entre les mains des Africains, pas du militaire français qui n'en peut mais. C'est une mission impossible pour l'armée française que d'aller patrouiller 5 pays du Sahel absolument immenses, un territoire plus vaste que l'Irak et la Syrie réunis. Donc, excusez-moi, avec 5000 hommes, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc, c'était une mission impossible. Merci bien, Marc-Antoine Pérouse Domonclos. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes politiste de formation, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement en France. Votre dernier ouvrage, L'Islam d'Afrique, au-delà du djihad, est publié aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. À samedi prochain, 10h pour une nouvelle édition. Au revoir.